Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met le continent africain au cœur du débat et surtout qui donne la parole à ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Chaque semaine, vous le savez, nous scrutons les réseaux sociaux, nous scrutons Internet afin d'aller dénicher les sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre. Alors, cette semaine, nous en avons choisi trois sujets que nous allons traiter avec nos invités du jour qui vont être présentés dans un instant. D'abord, Niger. Quel bilan peut-on faire des assises nationales? Destination maintenant le Sénégal. Le Sénégal est-il en faillite? Bonne question. Et enfin, l'Union africaine est-elle capable de gérer les conflits sur le continent africain? Voilà les trois sujets que nous allons traiter avec notre téléspectateur du jour, Monsieur Mamadou Ndiaye. Vous êtes président de la commission coopération décentralisée et relations internationales de la mairie de Djaraï Parcelles et responsable départemental du PASTEF. Bienvenue à vous, Monsieur Ndiaye. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On continue avec notre journaliste Babadem. Babadem, bienvenue à vous. Merci Aïssatou. Et puis, content, heureux de partager le plateau avec nos co-panélistes, avec toi et surtout nos commentateurs. Mais j'oublie pas les téléspectateurs aussi. Exactement. Nos commentateurs, nos téléspectateurs. C'est encore une fois cette émission, c'est bien sûr la vôtre. On poursuit avec notre docteur Mamadou Camara. Vous êtes économiste. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, bonjour, et donc très ravi de partager ce moment avec mon copanéliste, avec vous-même et avec notre invité. Merci. Exactement, et on vous donne la parole, on l'a dit, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à nous envoyer vos commentaires et à surtout aller sur YouTube pour revoir les émissions précédentes et à les commenter. On essaie de reprendre les commentaires et d'en parler ici sur le plateau. Là, on va donner la parole aux personnes sur le plateau. On va faire un tour de table. Alors, quelle actualité, en dehors des sujets que nous allons traiter, bien sûr, quelle actualité vous a marqué cette semaine ou ces dernières semaines? On va commencer par vous, Monsieur Ndiaye. Merci beaucoup. Moi, je vais dire directement que je suis là dans le cadre du Salon de l'agriculture de Paris pour pouvoir développer des concepts au niveau de notre commune que moi-même et le président de la commission de l'agriculture et de l'élevage que nous menons depuis l'année dernière. En fait, le développement durable, nous sommes en train de mettre en place donc, au niveau de notre commune ce qu'on appelle la revitalisation des espaces verts et intégrer aussi ce qu'on appelle la foresterie urbaine, l'agriculture urbaine et tout. Donc, parce que comme les pays africains actuellement, pour arrimer et être en phase avec ce qu'on appelle au Sénégal la souveraineté alimentaire. Donc on incite nos populations à pouvoir faire des cultures donc, au niveau de la maison, au niveau des terrasses, etc. Et ça rentre toujours dans le cadre donc, du réseau Ville Verte que nous prenons au niveau de notre commune qui est Djaraï Parcelles. En tout cas, on est en train de développer cela et l'élevage aussi, donc que les gens puissent côtoyer donc, les animaux parce qu'aussi il y a une thérapie là-dedans aussi. Donc ça va les permettre de ne pas attraper les allergies, etc. etc. Et c'est des études qui ont montré cela. Nous, notre commune est vraiment en phase, plein dedans dans ça. Djaraï Parcelles. Djaraï Parcelles. En tout cas, ça donne envie d'aller visiter cette ville et bravo. Vous êtes vraiment un exemple à suivre et j'espère que les téléspectateurs vont être tout simplement inspirés par tout ce que vous faites dans votre ville et notamment au Sénégal. Bravo, encore une fois. On continue avec vous, Baba. Qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers jours? Ces derniers jours, je vais parler de Tidjane Thiam. De toutes les façons, la Côte d'Ivoire avec les élections, plus ça va s'approcher, je pense que chaque semaine on va en parler. Mais c'est cette tentative de destitution du parti de la candidature de Tidjane Thiam qui m'a un peu marqué et c'est là où je me dis Tidjane Thiam commence à être dangereux peut-être pour les élections et j'ai même peur qu'on va lui sortir d'autres casseroles, d'autres choses pour essayer de l'éliminer. Donc c'est ça qui m'a marqué et j'espère juste qu'ils n'iront pas aussi loin. Mais c'est au sein même de son parti? C'est au sein de son parti, mais bon, quand on dit son parti, on sait qu'il peut y avoir aussi des ramifications qui peuvent aller de gauche à droite. Et j'espère juste que, parce qu'il y en a, j'ai vu certaines déclarations qui mettaient même en cause son ivoirité. Donc j'espère juste que ça ne va pas, on va pas aller jusque-là et qu'on laisse les candidats se présenter. Exactement, et surtout s'ils ont un projet viable pour le continent, pour leur pays et pour leur population surtout, effectivement. Babadem, merci beaucoup. On va continuer avec le docteur Camara. Qu'avez-vous à dire? Qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers jours?
Alors donc moi, ce qui m'a le plus marqué ces derniers jours, c'est toujours l'actualité de Donald Trump, donc avec ses déclarations, avec ses prises de position qui parfois prennent tout le monde à contre-pied. Bon, évidemment, avec le responsable donc, du pays le plus puissant, et donc ce qui peut être amené à faire dans les semaines et dans les mois à venir peut avoir donc des conséquences sur tout le monde, y compris sur les pays africains. Hein. Donc, notamment, on voit bien que dans le cadre du conflit qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine, donc nous avons été un peu aussi les victimes collatérales de ce conflit, notamment par rapport à la question de l'approvisionnement produits alimentaires, compte tenu du statut que l'Ukraine avait. Et on voit aujourd'hui que si ce conflit devait en tout cas se terminer d'une façon ou d'une autre, ça pourrait aussi permettre aux économies africaines de lever certaines de leurs contraintes. Voilà, c'est pour ça que... Voilà. Merci beaucoup, Dr Camara. Mesdames et messieurs, entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous avons 3 sujets à traiter. On va commencer avec le Niger. Quel bilan peut-on faire des assises nationales qui viennent de se terminer? Alors, on regarde une vidéo et ensuite on donne la parole à Dr Camara. Allez. La tenue des assises nationales fait partie des engagements pris par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Procédant à l'ouverture, le général de brigade Tchani Abdourahmane a décliné l'agenda des réflexions en 4 principaux points. 1. De définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. Définir la période de la transition. 3. Définir les priorités nationales durant la transition. 4. Rappeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Le Niger n'est pas à sa première transition militaire et présentement certaines régions du pays sont victimes d'attaques de groupes armés non étatiques. Sans y être associés, les partis politiques sont les grands absents de ces assises nationales, alors que certaines structures comme l'ordre des avocats et bien d'autres ne seront pas présentes. Allez, de retour sur le plateau, mesdames et messieurs, on écoute Dr Camara. 3 points essentiels pour comprendre la situation. Alors donc, comme vous venez de le dire, donc les assises nationales au Niger ont été lancées le 15 février 2025 donc, par le général Tchani. Et donc, tout comme c'est fut le cas pour le Mali et le Burkina Faso, donc le Niger à son tour, donc en tant que 3e pays membre de l'AES, donc arrive enfin à organiser ces assises nationales. Et donc, on se posait 3 questions. Pourquoi ces assises? Quel est le but recherché? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre comme recommandations essentielles qui vont sortir de ces assises? Et somme toute, ensuite, on va se poser la question, est-ce que ces assises ont été réellement inclusives? Est-ce que finalement ces assises, donc au même titre qu'il y a eu des conférences nationales dans les années 90 pour amorcer les processus de démocratisation, en quoi justement ces assises peuvent constituer, en quoi qu'on soit d'accord ou pas, un nouvel élan pour redéfinir un certain nombre de choses en Afrique qui permettraient de redéfinir peut-être un nouveau pacte social. Voilà. Donc, et c'est pour ça que donc, par rapport à la première question, pourquoi les assises nationales? Bon, effectivement, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Niger, et donc lorsqu'il y a eu justement le putsch au Niger, donc tout comme dans les autres pays de l'AES, bon, les arguments qui ont été avancés par les putschistes, donc c'est dénoncer une situation de gouvernance qui est caractérisée par la corruption, par le fait que la population ne trouve pas son compte dans cette gouvernance, et qu'il fallait que désormais le pays retrouve plus de souveraineté, plus d'indépendance, et que les décisions politiques puissent prendre en compte les intérêts des populations. Donc ça c'est un petit peu en tout cas la région officielle. Et donc si par exemple je paraphrase donc lors de la cérémonie d'ouverture, donc le général Tchani, et donc il estime par exemple que l'objectif de ces assises, justement, c'est de constituer un moment d'échange constructif, donc de nature à fédérer tous les Nigériens pour bâtir un Niger fort, digne, souverain et tourné vers l'avenir. Donc c'est voudrait dire que la question de l'avenir du Niger s'était vraiment posée, et surtout la question de sa souveraineté
et de la dignité de sa population. Alors ensuite, les recommandations qu'on pourrait faire attendre, sortir de ces assises, évidemment, tous les analystes sont d'accord qu'il s'agit sans doute d'une opportunité donc, pour redéfinir et sans doute pour prolonger la durée de la transition, parce que lorsqu'il y a eu le putsch en juillet 2023, donc les putschistes étaient partis sur une durée de 3 ans. Donc il se pourrait que ces assises soient l'occasion pour dire voilà, la population donc représentée donc, dans ces assises demande à ce que la transition soit prolongée et qu'on puisse ensuite définir un processus qui permet d'arriver aux futures élections dans cet horizon-là, et ensuite bon, de pouvoir sans doute peut-être jeter les bases d'une nouvelle constitution, comme ce fut le cas par exemple pour le Mali, où on va redéfinir un petit peu la nature des institutions, l'organisation du pouvoir au Niger, voilà, avec l'idée d'avoir un pouvoir qui est beaucoup plus inclusif. Alors ensuite, est-ce que ces assises ont été réellement inclusives? Bon, en tout cas, les observateurs constatent que ce n'est pas le cas, puisque beaucoup de partis politiques n'ont pas pris part à ces assises, et une partie de la société civile, notamment comme l'Ordre des avocats du Niger, donc ont préféré en tout cas ne pas participer à ces assises. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut peut-être considérer que la légitimité qui pourrait sortir des décisions qui sont prises peut être malheureusement atténuée par ce caractère non inclusif, en tout cas, de toutes les composantes de la société nigérienne. D'accord. Merci beaucoup, docteur Mamadou Camara, pour ces points. Effectivement, donc, vous l'avez dit, du 15 au 20 février dernier ont eu lieu donc, ces fameuses assises. Donc, il faut savoir qu'il y a eu à peu près 716 délégués qui ont représentant donc, diverses composantes de la société nigérienne. Hein. Donc, pour eux, ils considèrent que ça a été très inclusif parce qu'il y a eu l'administration publique qui était représentée, le secteur privé, les forces de défense et de sécurité, la chefferie traditionnelle, les leaders religieux, les organisations de la société civile, ainsi que les représentants de la diaspora. Effectivement, les partis politiques n'étaient pas invités donc, à cela. Les avocats, eux, se sont mis de côté aussi, etc. etc. Donc, les participants ont été répartis en 5 sous-commissions. Donc, j'insiste, hein, c'est important que les gens puissent comprendre comment se passe des assises. Donc, il y avait la commission paix, sécurité, cohésion et réconciliation, commission refondation politique et institutionnelle, la commission économie et développement durable, et enfin, justice et droits de l'homme et géopolitique et environnement international. Donc chaque commission a débattu, a examiné effectivement tout ce qui a pu se passer, etc. Et finalement, donc il y a eu des recommandations et surtout des actes concrets qui ont été choisis, à savoir une durée de transition de 5 ans, renouvelable en fonction de la situation sécuritaire. Donc ça a fait aussi beaucoup parler. Donc moi je pense qu'on peut s'arrêter sur ce premier point. On va en discuter peut-être 2 ou 3. Une durée de transition de 5 ans. Aujourd'hui, est-ce que, par exemple, vous, monsieur Mamadou Ndiaye, que pensez-vous de ces assises nationales qui ont eu lieu au Niger? Quand on dit qu'une des premières mesures qui a été prise, c'est la durée, la prolongation de la transition, durée de 5 ans renouvelable. Vous en pensez quoi, vous, Sénégalais que vous êtes? Ouais. Et Africain alors. Maintenant, je pense que c'est une bonne idée toujours de faire des assises parce que ça implique tout le monde déjà. Et cette inclusion-là qu'on parle, plus de 700 personnes, voilà, qui a une représentativité et qui vient de parler de leur pays, donc de comment réorganiser leur pays, c'est toujours bien. Et nous, on apprécie en tant que des Africains, d'accord, mais quand même, il ne faut pas en abuser aussi, donc par rapport à la durée du gouvernement de transition quand même. Parce que quand tu ne peux pas vouloir venir, en tout cas, régler un problème et en causer d'autres aussi. Est-ce que vous pensez que mettre en place une transition de 5 ans renouvelable, c'est un problème supplémentaire pour le Niger ou une solution pour le Niger? Je pose la question à tout le monde. Est-ce que c'est rajouter un problème, comme vous venez de dire? Bon, ça peut ne pas être un problème, mais quand même, ça ne suit pas ce qu'on avait dit au départ. Voilà. Est-ce que la situation peut-être du pays peut justifier le fait qu'il y ait une transition plus longue, une transition renouvelable? Vous en pensez quoi, Babaden? En ayant suivi, vous savez, là c'est vraiment, comme on dit, ça s'est passé d'une manière assez inclusive, 5 jours. Et pour moi, ce n'est pas uniquement le caractère sécuritaire. Ils ont parlé de refondation.
de remettre sur la base un nouveau Niger. Et franchement, c'est eux-mêmes qui ont proposé les 5 ans. Et autre chose, ils ne parlent plus de transition. Ils ont dit on transforme ça en République. Exactement. Donc il devient le président de la République et ce n'est plus le président de la transition. Et pour moi, au vu, à la limite, je me serais moqué ou j'aurais eu, et j'ai été étonné de voir comment la presse internationale a repris. Ils se sont juste focalisés sur les 5 ans de transition renouvelable. Mais s'ils avaient bien suivi ces assises, je pense complètement qu'ils sont en phase et selon la situation. On ne va pas commencer à faire comme avant, on dit, bon, il faut une transition de 24 mois, alors qu'il n'y a rien qui est figé. Là, c'est une histoire de non seulement sécuritaire, mais de remettre en place aussi un nouveau gouvernement, parce que pour ceux qui ont suivi les assises, on parle aussi d'un système complètement corrompu qu'il faut remettre en ordre. Il y a une histoire de justice aussi qu'on doit retravailler, et c'est eux-mêmes qui sont allés sur les 5 ans. Et moi, je suis complètement en phase après avoir suivi ces assises. Exactement. Donc pour vous, clairement, vous le dites ici sur le plateau, c'est totalement justifié. Donc après avoir suivi donc, ces assises-là, après avoir compris le projet, donc oui, pour le coup, c'est peut-être la question, à savoir pour adhérer à cette transition plus longue, et renouvelable, etc., il faut avoir un projet. Et le projet, clairement, quand vous suivez les assises, le projet est clair et va dans le sens d'un renouveau du Niger. Juste pour compléter, effectivement, pour moi, c'est ça, c'est parti d'un projet collectif. Si, à la limite, le président Tchani était venu devant la presse, devant sa caméra et dire, bon, nous avons décidé unanimement de faire une transition, là, on pourrait se poser. Mais après avoir vu vraiment ces assises, je suis complètement en phase avec eux. Et comme ils disent renouvelable selon la situation, ça ouvre aussi une fenêtre pour ne pas être figé sur quelque chose. Donc pour moi, et ça permet aussi au régime de pouvoir se présenter s'ils veulent. D'accord. Donc il faut un travail de fond, donc c'est ce qu'on comprend, il faut un travail de fond. Le pays doit être reconstruit, refondé, une cohésion doit être remise en place. Est-ce que vous considérez que ça légitime un petit peu donc, les différentes actions, les différents points qui ont été mis en exergue durant ces assises? Oui, alors donc, le problème du temps, c'est toujours un petit peu problématique, parce que des fois, quand on a vraiment des projets qu'on veut mettre en œuvre, on a besoin de temps. Et des fois, on demande qu'on nous donne le temps. Bon, je sais que par le passé, le Niger a connu déjà d'autres crises institutionnelles liées au fait que un des anciens chefs d'État avait dit qu'il n'avait pas fini ses projets, qu'il avait initiés, etc. Donc, les Nigériens n'ont pas voulu l'entendre ainsi. Et ça s'est traduit par une crise politique qui a abouti à un coup d'État. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde la situation du Niger, au même titre que pour les autres pays de l'Est, c'est vrai qu'il y a une situation sécuritaire donc qui est là et qu'il faut gérer, donc qu'il faut poser les choses clairement avant de s'engager dans un processus de retour, de remise des pouvoirs aux civils. Donc ça peut s'entendre. Alors maintenant, moi, l'inquiétude que j'ai par rapport à cette prolongation de la durée de la transition, c'est comment le Niger va gérer donc ses relations avec les autres pays, au niveau international. Mais pour le coup, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a eu des réactions de la part de la communauté internationale? Pour l'instant, pas tant que ça. Est-ce que pour le coup, au vu de la situation, au vu de l'évolution de la situation, notamment pour les pays d'AES, qui semblent finalement être de plus en plus reconnus, est-ce que finalement ça va avoir un impact aujourd'hui, le fait que le peuple, entre guillemets, a choisi d'avoir M. Tchani président pendant plus de 5 ans, au moins 5 ans, on va dire, à la tête du Niger? Est-ce que finalement on peut encore parler éventuellement qui vont être mis de côté par la communauté internationale, qui vont avoir des sanctions? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet? Alors dans tous les cas, moi je pense que la communauté internationale, je ne dirais pas qu'elle a perdu contre ces pays de l'AES, mais en tout cas pour l'instant les pouvoirs ont l'opinion avec eux, notamment la jeunesse avec eux, et cette jeunesse elle est tout à fait capable justement, elle est prête à subir un certain nombre de choses si
au bout on a une réelle émancipation des pays et que finalement la question de la souveraineté se traduit dans la réalité et que les gens dans leur quotidien se rendent compte que finalement ça change, il y a des évolutions, leur niveau de vie est amélioré. Voilà, alors si effectivement, comme Baba l'a dit tout à l'heure, si on transforme cette transition en république et qu'on ne passe pas par un processus électoral, pas avant 5 ans, est-ce que le pouvoir nigérien serait capable de répondre à toutes les urgences sociales, de répondre à tous les problèmes Est-ce que c'est lié pour le coup? Est-ce que c'est lié le fait de passer par le processus démocratique pour répondre aux besoins de la société? C'est pas forcément lié. Enfin, moi, je pense que si jamais les problèmes ne sont pas réglés et que si les gens se rendent compte qu'au bout de 2 ans, 3 ans, beaucoup de choses n'arrivent pas à évoluer positivement, cela peut aussi poser à nouveau un problème enfin, peut-être pas de contestation, parce qu'on voit bien, il faut quand même aussi se rendre compte qu'il y a quand même une certaine forme d'autoritarisme, en tout cas que les gens ressentent aujourd'hui. Pour vous couper, mais en même temps c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que moi je pense que le premier décideur c'est le peuple, et donc si au bout d'un moment le peuple considère qu'ils ne répondent pas aux attentes du peuple, au peuple de se dire on arrête là et on fait autre chose. Vous en pensez quoi pour le coup? Mais je pense que dans ce cas-là, il faut mettre les bases. Exactement, il faut mettre les bases. Parce qu'en réalité, si on fait un éternel recommencement, c'est pas important aussi. Donc, quand il y a ce qu'on appelle la durée de la transition, c'était 3 ans. Maintenant, on dit le peuple, on dit que le peuple a dit que c'est 5 ans, ça va, c'est bien. Mais est-ce que dans ce projet-là, il n'y aura pas encore un autre projet dedans? Parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas la République. En tout cas, moi, je pense qu'un pays, donc on va le bâtir donc, dans la République, en fait. Et que, donc voilà, par rapport aux autres pays voisins donc du Niger, il y a ce qu'on appelle toujours, en tout cas, les civils, en fait, qui doivent gérer le pouvoir, en fait. Bien sûr, c'est important. Voilà, ce sont les civils qui doivent gérer le pouvoir. Donc, il y a un peu, c'est vrai que c'est pour redresser le pays, c'est pour vraiment faire la refonte et tout, mais ça doit avoir une durée, vraiment. Oui, pour l'instant, en tout cas, la durée est de 5 ans. Est-ce que, pour le coup, les 5 ans ne marquent pas finalement le moment du bilan, à savoir est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on va aux élections présidentielles? Et si, bon, je ne sais pas. Sur le papier, en tout cas, ça semble l'être. En fait, c'est ce que nous souhaitons, que tout sera en fait respecté et tout. On a peur mais si les envies aussi sont là, si les envies sont là aussi, parce que quand même le pouvoir aussi, voilà, c'est pas facile de céder ça comme ça. Exactement, donc comme on dit, affaire à suivre. Après, c'est vrai que quelque chose qui a été pointé du doigt, c'est la dissolution de tous les partis politiques. Il faut savoir qu'il y en avait à peu près 170 au Niger. Pour vous, Baba, c'est une bonne chose d'avoir dissous tous les partis politiques nigériens? Absolument, et d'ailleurs, si on parle du fait que ce n'était pas inclusif parce qu'on les a mis de côté, pour moi, c'était une très bonne chose parce qu'ils vont revenir à quelque chose d'une taille humaine. Un pays ne peut pas se permettre d'avoir une centaine de partis politiques. Au moins 5 partis politiques, comme ils l'ont défini, ils n'excluent personne, c'est à eux de s'organiser. Il y a une nouvelle charte des partis politiques qui seront là et je suis tout à fait d'accord avec cela. Vous en pensez quoi pour le coup? Alors donc, moi j'aurais un propos beaucoup plus nuancé parce que j'estime que le droit ou la liberté de s'associer, de créer son parti politique, c'est quand même une liberté fondamentale. Et qu'on n'a pas à limiter. Et qu'on n'a pas à imposer aux gens de se regrouper. Évidemment, la sélection, la compétition politique peut aboutir à cela à terme. Et les gens qui n'ont pas des projets pertinents, cohérents, donc peuvent ne représenter qu'eux-mêmes. On le sait. On sait bien que. Mais il y a une nouvelle charte. Il y a une nouvelle charte. Mais moi, je suis pas trop favorable à ce qu'on puisse imposer, qu'on puisse limiter le nombre de partis politiques de façon mécanique. Voilà. Il doit y avoir des processus peut-être de sélection ou des critères qui permettraient justement à des gens qui ont un vrai projet politique, à des gens qui ont une vraie base militante de pouvoir exister en tant que parti politique. Voilà. Justement, par rapport à ce que tu dis par rapport aux critères, exactement, ce sont ces critères qu'ils ont mis et avec ces critères, il ne peut pas y avoir plus de 5 partis. En tout cas, s'ils respectent ces critères. Okay. Voilà.
Alors, donc, quelle suite pour le Niger? Donc, on l'a dit, aujourd'hui, c'est Monsieur le Président, donc général Tiani, ce n'est plus un président de la transition, c'est le président officiel donc, du Niger. Donc, les relations avec les pays, c'est très important parce que aussi c'est officialiser donc, son rôle dans son pays et puis finalement peut-être normaliser ses relations avec les autres pays. Donc, où là, la question ne se posera plus à savoir à quand les élections présidentielles. Finalement, c'est plus un sujet maintenant. Ouais. Est-ce que, Baba, vous considérez que malgré que ça se soit fait de cette manière-là, est-ce que le Niger va pouvoir normaliser ses relations? Et deuxième point pour clôturer sur ce sujet, le Burkina a effectivement, pareil, continué concernant la transition sur 5 ans. Le Mali, elle, parlait plutôt d'élections présidentielles. Donc finalement, est-ce que finalement ça peut changer le plan du Mali qui finalement n'ira plus vers des élections, mais plutôt pour une transition encore de 5 ans renouvelable? Que va-t-il se passer, en tout cas au sein de l'AES, après donc, les assises du Niger? Non, en fait, au moins les assises ont dit des choses vraiment très claires. Et pour parler des relations internationales, d'ailleurs, c'est la première fois que j'entends environnement, c'est-à-dire que eux, leur commission, c'était, au lieu de dire relations internationales, ils ont dit environnement international, mais quand on suit leurs recommandations, parce que c'est les recommandations du peuple, c'est au moins très bien tracé sur les relations internationales, au sein de l'AES et au sein avec des partenaires dont il y aura une réciprocité des échanges. Et comme c'est tellement bien clarifié à la lecture de leurs recommandations, pour moi, d'ailleurs, on a entendu que l'AES, il y a certains pays qui ont refusé le passeport de l'AES, il y a très récemment. Mais là, pour moi, c'est vraiment un bloc entre l'AES et juste à signaler que pendant ces assises, 5 ministres des pays du Burkina et du Niger ont participé aussi et du Mali sous commission. Et quand on dit 5 ans, le Burkina avait déjà eu ils ont fait 5 ans, en sachant que le Niger, c'est en 2023 qu'ils ont eu l'accès au pouvoir. Exactement. Donc je vais prendre un commentaire d'un téléspectateur. Bravo au peuple nigérien. Nous, les Burkinabés, on a donné 5 ans au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef d'État, chef suprême d'armes du Faso. Maintenant, ça reste le Mali. Assimi Goïta doit faire 5 ans aussi pour faire de bonnes choses ensemble contre l'ennemi et l'impérialisme. Donc finalement, ça rejoint exactement ce que je disais, à savoir maintenant, le Mali, que va-t-il se passer pour le Mali? Est-ce que le Mali va continuer vers les élections présidentielles comme annoncé donc en fin d'année dernière, ou et finalement va peut-être revoir sa copie et se dire bon, peut-être que la transition de quelques temps, c'est mieux? Oui, je pense qu'il va s'inspirer des autres aussi et faire en fait une transition, c'est vrai, mais quand même préparer et faire la refonte, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il faut qu'il y ait une base, parce que si nous, en fait, les putschistes, comme on le dit, hein, souvent, qu'est-ce qui les a poussés à le faire? C'est parce qu'il y avait une dégradation par rapport donc, à la démocratie, par rapport à la corruption, etc., etc. Donc ils veulent revenir donc, et mettre les bonnes bases. Je pense qu'il faudra donc du temps, mais il ne faut pas abuser aussi donc, de ce temps-là. Donc il faudra céder au pouvoir, donc aux civils, et faire vraiment, donc voilà, laisser les civils donc diriger leur pays en fait. Pour finir rapidement. Alors, donc, pour finir rapidement, moi, je pense que bon, les réalités sont un petit peu quand même différentes d'un pays à l'autre. Donc, je rappelle que la transition au Mali, ça fait quand même bientôt 5 ans qu'elle dure déjà, puisqu'ils sont arrivés au pouvoir en 2020. Alors, même si après, finalement, ils ont eu les mains libres, on va dire, que 18 mois plus tard. Mais voilà, les réalités ne sont pas les mêmes. Et je pense que, bon, après les assises nationales au Mali, il y a eu, il y a quelques mois, le dialogue. Un dialogue national, et donc il a aussi un peu insisté sur le fait que si l'élection devrait avoir lieu, il faudrait que des conditions, un certain nombre de conditions soient remplies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, la situation au Mali n'est pas stabilisée. Et que, bon voilà, mais moi je pense que les pouvoirs, quels qu'ils soient, doivent avoir un agenda clair et prendre pas simplement la population à témoin, mais dialoguer avec toutes les forces politiques et sociales, donc pour dire voilà la réalité, et compte tenu de ça, et à partir d'un consensus, donc construire une nouvelle trajectoire
voilà, pour évoluer. Donc Exactement, si on le c'est fait très pas, important. si on le fait de manière un petit peu autoritaire, donc ça risque de poser des problèmes, notamment quand la population, à un moment donné, les gens ils vont cesser de vous soutenir parce que leur quotidien ne change pas. Voilà. Bien Donc sûr. le mieux c'est d'avancer tous ensemble, éventuellement pour faire en sorte que les choses bougent et de manière très 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 importante, notamment pour la vie des concitoyens de ces pays, des citoyens de ces pays. Allez mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec le deuxième sujet. Le Sénégal est-il en faillite? C'est une très bonne question. On sait que ça a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Alors on regarde un sujet vidéo et puis on revient. Devons-nous nous inquiéter de la situation financière du Sénégal? Selon le nouveau rapport de la Cour des comptes, la dette publique du pays s'élève à 18 558,91 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023. Elle représente 99,67% du produit intérieur brut du pays. Il ressort que le taux d'endettement du Sénégal dépasse largement le seuil autorisé par l'UEMOA, fixé à 70%. La Cour des comptes a également révélé que le déficit budgétaire pour l'année 2023 passe de 4,9%, chiffre déclaré par l'ancien régime, à 12,3% du PIB, soit 2291 milliards de francs CFA. Le déficit budgétaire est la situation dans laquelle les recettes du budget de l'État sont inférieures aux dépenses. On parle alors d'un solde négatif. Pour combler ce manque à gagner, l'État a plusieurs solutions, dont le recours à l'emprunt. En termes plus simples, pour rembourser sa dette en 10 ans, il faudrait par exemple que le Sénégal rembourse 5 milliards de francs CFA par jour pendant les 10 prochaines années. De retour sur le plateau, Babadaim, on vous donne la parole. Est-ce que le Sénégal est en faillite? Oui, très bonne question. Et cela, on en parle depuis la publication le 12 février dernier du rapport de la Cour des comptes sénégalais sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024. Et ce rapport a fait couler beaucoup d'encre. Il a révélé des dysfonctionnements majeurs, relançant donc le débat sur l'état de santé économique du pays. Alors, si le Premier ministre Ousmane Sonko parlait d'un Sénégal en ruine, les données exposées montrent une situation financière critique. La Cour des comptes sénégalaise utilise le terme de cessation de paiement pour décrire l'incapacité à honorer les engagements financiers sans recours à l'endettement d'urgence. Alors, nous allons prendre 3 points cruciaux ou à retenir par rapport à ce rapport de la Cour des comptes. Le premier point, c'est une dette publique qui a été volontairement sous-évaluée, franchissant donc les seuils critiques. À savoir, ça va être un peu technique, le ratio dette sur le PIB a atteint 99,67%, alors que au moment de l'écriture, ils avaient officiellement déclaré 74,41%, alors qu'on est à 99% et ça dépasse donc le plafond de 70% qui sont fixés par l'UEMOA. Cette situation résulte de quoi? D'une comptabilité qui a été inventée, institutionnalisée, donc par des dettes extra-budgétaires, donc 2517 milliards. Juste pour donner des chiffres et pour montrer effectivement la situation, il y a eu des emprunts occultes, des surfacturations des projets d'infrastructure. Et juste pour vous donner une ordre d'idée, l'État fonctionne en réalité en roulement permanent de la dette, c'est-à-dire qu'elle consacre 58% de ses recettes fiscales au service de la dette en 2024. Alors le deuxième point, c'est une gouvernance financière qui a érodé la crédibilité étatique du Sénégal dans le monde. C'est-à-dire, le rapport révèle un système de dissimulation systémique caractérisé par, écoutez, 112 irrégularités comptables majeures sur 4 ans, 114,4 milliards de francs CFA détournés via des circuits bancaires opaques et 29,28 milliards de francs CFA de pénalités payées pour retard de paiement. Tout ça, c'est dans le rapport de la Cour des comptes. Et forcément, ces pratiques ont conduit une perte de confiance sur les marchés internationaux et le gel de 40% des financements internationaux pour le Sénégal. Troisième et dernier point, c'est le risque de défaut technique qui menace même la stabilité régionale. On vous avait dit tout à l'heure que c'est 99,9% de la dette. Imaginez que l'échéance des dettes au Sénégal en 2025, le Sénégal doit payer 1800, c'est-à-dire cette année, 1842 milliards de francs CFA, soit 9,3% du PIB, alors qu'on est à 99%. Où est-ce qu'ils vont trouver les 9, c'est une question. Et en 2026, c'est 2104 milliards de francs CFA, soit 11,1% du PIB. Donc, clairement, sans restructuration rapide
le Sénégal pourrait basculer dans un défaut sélectif, risquant de provoquer une contagion régionale et créer carrément une crise de liquidité dans l'UEMOA. Donc pour le coup, je repose la question, est-ce que le Sénégal est en faillite, Balba? Vous répondez quoi? Peut-être pas en faillite, mais peut-être en crise économique? Plus que crise économique, presque en cessation de paiement. Donc on ne peut pas techniquement en dire faillite, mais c'est la faillite. Mais on n'en est pas loin, on va donner peut-être la parole rapidement. Crise économique, faillite économique, on en est où là exactement pour le Sénégal? Rapidement. Juste je finis pour juste... Quand même, la croissance économique est de 6,1%, c'est juste la partie où on peut avoir un petit espoir. Exactement, c'est important de préciser. Alors, donc, est-ce que le Sénégal est en faillite? Bon, alors, moi je pense que le Sénégal est confronté à des difficultés économiques importantes et financières, donc liées entre autres à ce qui s'est passé, à la mauvaise gouvernance, donc Baba l'a un petit peu dit dans son propos. Mais il faudrait aussi reconnaître que, comme la plupart des pays africains, donc le Sénégal a été confronté donc à des difficultés au niveau international et donc qui ont eu un certain impact. Et aussi le fait que, comme le reconnaît le nouveau pouvoir, il y a eu des dépenses urgentes qu'il fallait prendre en charge, notamment il y a eu les inondations, il y a eu... Donc vous pensez que ça justifie la situation actuelle du Sénégal aujourd'hui, à savoir les crises internationales et puis les inondations à gérer? Vous pensez que ça explique pourquoi on en est là aujourd'hui? La difficulté d'un nouveau pouvoir, c'est quoi? C'est que s'il y avait une continuité, on va dire, institutionnelle ou politique au Sénégal, je pense que le gouvernement aurait dit à un moment donné aux Sénégalais, bon voilà, la situation aujourd'hui est catastrophique, et donc on est obligé de mettre en place des plans d'économie, et essayer de convaincre les gens que c'était... Alors, avec un nouveau pouvoir qui vient, et donc un nouveau pouvoir en qui on a mis tous les espoirs, et donc on ne pouvait pas dire, bon voilà, la situation est catastrophique, donc on ne peut rien faire, on va renoncer d'emblée donc à tous nos projets, hein, et donc à soutenir l'agriculture pour aller vers la souveraineté alimentaire, ou à soutenir par exemple les populations, notamment en subventionnant les prix des produits de première nécessité. Donc le nouveau pouvoir, bien que sachant que la situation était difficile, a dû assumer toutes ces dépenses-là parce qu'il y avait une forte demande, une forte attente de la population. Donc ça a contribué aussi à amplifier l'ampleur du déficit. Et d'autre part, je pense que les estimations, alors est-ce que il y a toujours des erreurs de prévision. Donc il y avait une croissance qui était prévue pour 2024 de à peu près de 9%, et finalement la croissance réelle n'a été que de 6%. Et c'est vrai que quand il y a un 3 points d'écart de croissance du PIB, donc c'est quand même pas mal d'argent qui ne sont pas rentrés dans les caisses de l'État. D'accord, donc je réitère ma question et que néanmoins vers vous, docteur, est-ce que tout ce que vous dites, est-ce que les inondations, les crises économiques, donc internationales, les difficultés qu'ont pu rencontrer l'ancien gouvernement et les urgences qu'il y a pu avoir expliquent la situation catastrophique, la situation économique et financière catastrophique du Sénégal? En partie, merci de le préciser quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un point. Macky Sall a été président de 2012 à 2024, ça fait 12 ans. En principe, la Cour des comptes, chaque année, est censée faire un bilan de la situation économique du pays. Donc, est-ce que cela a été fait? Et par qui cela a été fait? Le Sénégal est censé être un pays démocratique, donc démocratie, séparation des pouvoirs, avec des institutions indépendantes. Donc est-ce que finalement la Cour des comptes n'a pas fait son travail, à savoir alerter donc le président en disant attention, là nous allons droit dans le mur, ça ne va pas, on ne peut pas découvrir à la dernière minute. Dernier point, quand Macky Sall est parti du pouvoir, il a dit comme quoi tout était ouvert. Donc, et pour le coup, ça a été bien réceptionné par le pouvoir en place actuellement, à qui on a remis un dossier et qui finalement l'a à peu près validé. Donc, voilà. Je vous laisse répondre à ces différentes questions. Mais c'est très simple en fait. C'est très simple parce qu'il faut comprendre d'abord que Macky Sall et son gouvernement étaient en train de dire donc de la contre-vérité aux Sénégalais. Ça, c'est clair. Et c'est vraiment inadmissible une administration centrale, l'État du Sénégal, puisse vraiment donner des chiffres donc à son peuple, des chiffres erronés. Ça, c'est catastrophique.
Alors, est-ce que voilà, tout était vert lorsqu'il partait? Est-ce que vraiment, voilà, c'était bien? Quand on nous donne des chiffres, par exemple, le PIB, donc c'est acceptable en termes de chiffres, ce qu'on écrit. Mais est-ce que réellement les Sénégalais ressentaient ça au niveau de leur vie quotidienne? Après, pour le coup, on reprend, c'est-à-dire que les gens qui disent que Macky Sall, finalement, son bilan n'est pas si négatif, ils disent comme quoi le Sénégal est joli, le Sénégal a des infrastructures aujourd'hui voilà, qui sont pas mal, il y a le TER, il y a pas mal de choses, il y a pas mal eu d'évolutions avec sous Macky Sall. Donc néanmoins, il faut le reconnaître cela. Maintenant, est-ce que la population finalement a ressenti donc tout l'argent qui a été mis en circulation, qui a été utilisé en principe pour le bien des populations? Apparemment non, mais moi je réitère mon point concernant la Cour des comptes. La Cour des comptes est censée, entre guillemets, régir la situation économique du pays. En 12 ans, elle n'a pas tiré la sonnette d'alarme. Il y a un problème. Pourtant, pourtant, il y a eu toujours donc ces alertes-là. Et que la Cour des comptes aussi, il faut savoir que ne peut pas manipuler que des données qu'on lui donne. En fait, c'est l'État central. La question, c'est est-ce qu'elle a joué son rôle? Est-ce que la Cour des comptes a joué son rôle? Mais bien sûr. Elle a bien joué son rôle? Bien sûr, bien sûr. Parce que je parle des 12 ans passés. Des 12 ans, c'est ça que je dis en fait. Parce que la Cour des comptes, en fait, on lui donne, l'État le donne dans la comptabilité, etc., pour qu'il vérifie en fait. Mais son pouvoir, c'est de vérifier donc ce qu'on lui donne. Ce qu'on lui donne. Exactement. Donc, elle n'avait pas les bonnes informations. Les bonnes informations. Éventuellement. Voilà. Maintenant, actuellement, ce n'est plus le cas en fait. On lui donne donc la liberté, l'autonomie donc de pouvoir voilà, faire des audits. Des audits, une bonne vérification. Et là, on s'est tombé donc sur voilà, ce qu'on a envie de nous tous. Et c'est vraiment déplorable, vraiment. Baba. Après, la Cour des comptes faisait son travail. Mais on se souvient que la fameuse phrase de Macky Sall qui disait... Mais c'est ça. De 2012 à son premier mandat, la Cour des comptes faisait en tout cas, était publiée. Bien sûr. Mais à partir de 2019 jusqu'en 2024, comme par hasard, on ne publiait pas. Et pour vous dire, cette Cour, parce qu'il y en a qui font l'amalgame en pensant que ce rapport de la Cour des comptes, c'est ceux du président Diomaye Faye ou de... Non, du tout. Non, ils ont juste redépoussiéré, ressorti. Bien sûr. Et c'est un audit, et c'est de 2019, bien sûr. Cour des comptes. Et j'aurais bien... C'est vrai que ce qu'il dit par rapport aux données, on aurait pu parler de Covid. Mais ça, c'est si on était dans un état normal. Et on ne se rend pas compte que c'est carrément, pour ceux qui ont pu avoir accès au rapport des cours des comptes, d'ailleurs beaucoup ont eu, mais ce sont des criminels économiques à qui on avait eu affaire. Bien sûr. Et si on regarde bien les chiffres, mais imaginez, vous faites un crédit pour être terre à terre, vous faites un crédit pour acheter une maison. La banque vous dit, votre seuil, vous ne devez pas dépasser les 30%, en tout cas pour le salaire, pour avoir ça. Mais imaginez des personnes qui vont dire, oui, on a les 30%, mais je vais falsifier les chiffres en disant, je gagne ça alors que je ne gagne pas ça. Et là, on est à 100%, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus... C'est pour ça que je dis bien criminel, parce que regarde le nombre de morts qu'il y a eu. Regarde le nombre les chiffres là. 2000 milliards qui ont été mis extra-budgétaires, c'est-à-dire qu'on a même pas... 2000 milliards. J'ai entendu un docteur qui disait que ça pouvait faire même l'audit de 14 hôpitaux qui auraient pu sauver des vies. Le nombre de morts qui a eu lieu, le nombre des accidents, des villages aussi qui n'ont pas de trucs, mais le nombre de milliards qui a été sorti, enlevé. Et là, on ose, et on nous parle de chiffres, les chiffres falsifiés. Monsieur Camara, quand vous entendez tout ça, docteur Camara, clairement, on peut le dire, il y a eu une mauvaise gestion des criminels budgétaire de la part de l'ancien président. Alors, je dirais que la question de la mauvaise gestion, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est propre au Sénégal. Non, à ce niveau-là, non. D'accord. Non, mais on est d'autant plus surpris que le Sénégal est toujours un peu cité comme un exemple de pays démocratique en Afrique où les institutions semblent marcher, parce que d'ailleurs on a vu comment la tentative de Macky Sall de prolonger la durée de son mandat, comment ça a été
avec avec le soulèvement de la population, mais surtout avec le fait que le Sénégal a des institutions, en tout cas certaines institutions politiques solides. Donc on n'attendrait pas que de cet État, ce type de choses puisse émerger. Hein. Et évidemment, ça pose toute la question de la transparence. Bien sûr. Et la question de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc, tant qu'en Afrique, on n'a pas réglé ce problème et que tant qu'on ne met pas des vrais mécanismes de contrôle en place pour que les institutions, ça ne sert à rien en fait de créer des institutions juste pour faire plaisir aux bailleurs internationaux, pour dire voilà, on a une cour de compte, on a une cour de justice, on a ceci, cela. Si réellement les personnes qui sont investies les émissions de services publics n'ont pas toute l'autonomie et toute la liberté donc, pour faire leur travail de manière claire, de manière transparente. Donc c'est plutôt, moi je verrais que c'est plutôt un problème de transparence que les sociétés africaines connaissent. En tout cas, on insiste dessus, corruption et détournement sous l'ancien régime ont vraiment affaibli donc l'économie du pays. C'est important de le dire ici à la télé. Donc que va-t-il se passer? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État sénégalais qui a constaté donc, la tragédie, eh bien, que va-t-elle mettre en place éventuellement pour est-ce qu'elle va traquer un petit peu donc, ces corrompus, ces corrupteurs, ces gens qui ont mis l'économie du Sénégal à terre? Que va-t-elle faire? Que peut-elle faire? Voilà, bon, je pense que c'est des phases. En fait, la première, c'était de dire la vérité aux Sénégalais. Le constat, il a été fait. Voilà. Les Sénégalais savent que ça va être difficile les prochaines années. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Maintenant, bon, il y a forcément des stratégies qu'on va devoir mettre en place. Le gouvernement va mettre en place. Est-ce qu'il y aura quand même cette volonté, un peu cette chasse aux sorcières, à savoir? Mais bien sûr, bien sûr. Pour vous, c'est obligatoire, il faut le faire? Pas exactement ça, mais quand même, il faut traquer les gens voilà, qui il faut traquer. Dans cette mais bien sûr, il faut que ces gens-là répondent à leurs actes. Parce que c'est criminel quand même, comme l'a dit tout à l'heure Dem. C'est vraiment criminel. Il faut que ces gens-là puissent répondre à leurs actes. Maintenant, les Sénégalais sont bien préparés et c'est eux-mêmes qui demandaient en fait que les choses soient vraiment transparentes, mais aussi qu'il y ait une bonne gouvernance. Maintenant, la base de cela, c'est de dire aux Sénégalais, de leur montrer donc la vérité en face. Et qu'ensemble, les Sénégalais et le gouvernement donc puissent vraiment mener à bien donc le pays. Ça va être très difficile, mais c'est pour une période. C'est pour une période. Baba. Oui, en tout cas, comme on dit, on doit les traiter comme des criminels. Et en gros, c'est pas, ils doivent rendre l'argent et on les laisse, c'est au moins 10 ans de prison pour que ça soit dissuasif. Ils ont quand même fait une conférence de presse avec le ministre du Budget, le ministre de l'Économie. Donc, ils vont vraiment rechercher. Ça va être un sacrifice national. Bien sûr. On parle aussi de la baisse de certains salaires. On parle aussi de la réduction du train de vie de l'État. Mais au-delà de ça aussi, de trouver un système aussi. Et il y a aussi le côté, le Sénégal est un pays pétrolier maintenant, donc on peut essayer de voir sur ça, de renégocier aussi les dettes, mais au moins jusqu'en 2027, ça va être très difficile. Et ça, les Sénégalais sont au courant. Je pense qu'ils ont été très transparents. Donc, et pour ceux qui font comme on dit, ceux qui sont en train en ce moment de vouloir de monter au front, surtout au niveau des syndicats, pour faire des revendications, vaut mieux pas. Exactement. Donc, commentaire d'un téléspectateur: shame on you, vous avez détruit le Sénégal, pillé avec vos compères nos finances, spolié nos terres. Donc voilà, c'est clair. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce deuxième sujet. On va terminer avec notre troisième sujet du jour. Et oui, alors on continue avec l'Union africaine. L'Union africaine peut-elle régler les conflits du continent africain? Eh bien, on va donner la parole à Dr Mamadou Camara, mais juste avant, on regarde une vidéo et puis on revient. Le Djiboutien Ali Mahamoud Youssouf succédera au Tchadien Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Son élection a été annoncée ce samedi alors que l'Union africaine se réunit pour débattre de l'issue des conflits meurtriers en République démocratique du Congo et au Soudan. L'homme politique âgé de 59 ans a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de Djibouti pendant près de 20 ans. Ali Mahamoud Youssouf a été élu à la tête de la commission de l'UA avec 33 voix face aux deux autres candidats en lice, le Kenyan Raila Odinga et le Malgache Richard Randriamandrato.
Allez, de retour sur le plateau, docteur Mamadou Camara, qu'avez-vous à nous dire concernant l'Union africaine et notamment le sommet qu'il y a pu avoir dernièrement? Alors donc il y a eu justement le dernier sommet de l'Union africaine, donc il y avait justement dans un ordre du jour la question du conflit qui oppose actuellement RDC, aux rebelles soutenus par le Rwanda. Et on pense qu'il y a eu aussi un renouvellement de la présidence de la Commission de l'Union africaine, donc la Commission de l'Union africaine qui est un petit peu l'organe qui fait fonctionner cette organisation panafricaine au jour le jour. Et donc je pense que c'est une occasion pour nous de se poser la question, mais c'est quoi l'UA? Est-ce qu'aujourd'hui on peut en faire un bilan? Est-ce que cette UA que beaucoup, en tout cas critiques, nous observent comme étant une organisation en tout cas peu efficace, notamment dans la gestion des conflits ou des situations de crise institutionnelle qu'un certain nombre de pays ont connues. Est-ce que finalement, quelle est la viabilité de cette organisation? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la nouvelle commission qui vient d'être élue? L'objectif de l'UA, ça doit être de construire une Afrique qui va compter dans le concert des nations, donc dans le cadre de la mondialisation de l'économie. Il faudrait que cette Afrique puisse exploiter toutes les opportunités qui s'offrent à elle pour enfin se mettre sur la voie de l'émergence économique. Exactement. Et devenir, au même titre qu'un certain nombre de pays en Asie, en Amérique latine, devenir un pôle important et fort de l'économie mondiale et surtout permettre à ces populations de pouvoir augmenter leur niveau de vie. Exactement, on le dit, promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité en Afrique. Donc c'est vraiment les objectifs de l'Union africaine, entre autres. Alors donc, dans ce cadre-là, fixant justement comme objectif la construction d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Exactement. Donc pour là, moi je pense qu'on va aller directement vers les, pour ne pas taper trop sur l'Union africaine, sur les succès quand même. On va commencer par un peu ça. C'est-à-dire que là, l'Union africaine a toujours été sollicitée lorsqu'il y a eu des problématiques sur le continent africain. On lui a demandé d'agir, de réagir, de pouvoir trouver des solutions. Malheureusement, si on devait citer les quelques réussites, entre guillemets, de l'Union africaine, elles sont très limitées. Donc on peut parler de l'Éthiopie, entre guillemets, c'est quand même quelque chose de positif. Mais sinon, sur le reste, à part la ZLECAf, qui est une belle, un beau projet, donc la zone de libre-échange continentale africaine, et bien sûr le G20, l'Union africaine a obtenu un siège donc, au G20 en 2023. Donc voilà. C'est quand même des points positifs qu'il faut mettre en avant, mais malheureusement ça ne suffit pas. On a constaté lors du sommet qui a eu lieu là en février 2025 à Addis Abeba, les thématiques les plus importantes c'était la RDC et le Soudan, et finalement comme un peu d'habitude, à part dire au M23 de quitter la RDC, eh bien, rien ne se passe. Aujourd'hui, pourquoi l'Union africaine n'a pas les moyens nécessaires pour, entre guillemets, enrayer les crises, anticiper les crises, mettre fin aux crises africaines? C'est compliqué. On parle souvent de son manque d'autonomie financière. Qui dirige l'Union africaine? Est-ce que l'Union africaine a assez de pouvoir pour pouvoir avoir un impact sur le continent africain? Est-ce que l'Union africaine est assez respectée par les différents pays du continent africain pour pouvoir finalement respecter lorsqu'elle prend des décisions? Donc c'est des questions qui se posent encore aujourd'hui et qui sont importantes pour la suite, s'il y a suite de l'Union africaine. Est-ce que finalement on ne vaut mieux pas rester dans tout ce qui est régionalisation, à savoir la CEDEAO, la SADC, plutôt que de compter sur une Union africaine qui finalement ne fait pas grand-chose? Je vous donne la parole. Ouais. Bon, je pense que comme les autres organisations internationales, à l'occurrence l'ONU, souvent il y a ce manque de respect, surtout par rapport aux pays qui ont cette suprématie. L'Union africaine, moi je pense qu'il ne va pas, dans ces conditions-là, atteindre ses objectifs, comme vous venez de dire. Parce qu'en 2020, ils avaient donc ce qu'on appelle des objectifs qui n'ont pas été atteints, en tout cas. Je pense qu'il faudrait un nouveau paradigme, en fait, pour cette organisation-là.
comme vous venez de dire, en fait, l'autonomie financière. Parce que quoi qu'on puisse dire aussi, il faut qu'il y ait ça. Mais aussi une organisation par rapport aux pays qui adhèrent donc à cette union-là, surtout sur le plan militaire aussi. C'est un des gros problèmes, c'est-à-dire que l'Union africaine n'a pas de force militaire à proprement dit, c'est-à-dire que lorsqu'elle doit intervenir militairement, eh bien, elle doit s'adosser aux forces européennes ou aux forces onusiennes, malheureusement. Malheureusement, c'est ça. Raison pour laquelle il faudrait, en tout cas moi, c'est ma perception, donc voilà, une autre démarche, donc beaucoup plus, qui pourrait permettre donc à cette organisation-là d'avoir cette puissance-là, de pouvoir établir donc la paix une bonne fois pour toutes. Parce que quand vraiment il y a des résolutions à n'en plus finir, donc il y a des recommandations à n'en plus finir pour l'UA, mais personne ne respecte. Personne ne respecte. Ouais, personne ne respecte. Et c'est important ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, 70% du budget de l'Union africaine vient de l'extérieur. Et malheureusement, au niveau des pays, très peu de pays payent, entre guillemets, leur cotisation pour le financement de l'Union africaine. Donc c'est même pas respecté même par les pays du continent africain, donc c'est problématique. Vous avez parlé de la liste des bonnes choses. Je m'attendais à... Un peu plus longue. Oui, mais même un peu plus intéressant. Parce que l'Union africaine, c'est l'impuissance. Clairement, quand on voit les guerres, elle n'a pas pu empêcher la scission des deux Soudans. Là, la RDC, le sommet de l'Union africaine, on doit parler de la RDC. Le chef de l'État de la RDC a préféré partir en Europe pour aller chercher. C'est juste pour vous dire y a pas de respect. Quelle est la considération. Bien sûr, sans compter que Paul Kagame était là-bas, mais il est sorti en disant il faut écouter. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... c'est même pas de la crédibilité. Et j'ai écouté le nouveau président de la commission. C'était intéressant, mais lui-même, c'est qu'un exécutif. Donc l'Union africaine, je n'ai aucun espoir en eux. Les guerres sont là. La RDC, qu'ils auraient pu changer, c'est les autres. Et on va directement, on les saute pour aller au Conseil de sécurité. Donc pour moi, je suis désolé, mais non. Vous n'y croyez pas, pour le coup, c'est presque un non-sujet même aujourd'hui. Et je pense que les Congolais diraient plus que ça. Je vous donne la parole, monsieur. Alors, donc moi, j'aurais un propos un petit peu plus nuancé. C'est vrai que, comme le reconnaît le président sortant de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Mahamat, Faki, donc lui-même il reconnaît dans une correspondance de septembre 2024, il disait voilà que l'UA a été sans effet significatif sur le réel politique et sur le terrain, et il reconnaît lui-même l'impuissance, comme Baba vient de le dire, donc notamment de l'Union africaine, à régler un certain nombre de crises, de conflits en Afrique. Alors, mais cela dit, le projet, en tout cas sur le plan économique, est un projet qu'il faut sans doute saluer et souhaiter que réellement l'Union africaine se donne les moyens enfin donc en tout cas de faire en sorte qu'on puisse développer un certain nombre d'infrastructures structurantes en Afrique et qu'on puisse travailler au-delà de démanteler les barrières qui empêchent une vraie intégration économique, qu'on puisse au moins rendre les économies plus complémentaires, avec le projet de transformation des ressources qu'on produit en Afrique et le fait de pouvoir prendre une trajectoire d'industrialisation. Donc ça doit être là, pour ma part, l'objectif de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir régler la question institutionnelle et politique, au moins que... l'intégration économique éventuellement. Comme c'est le cas par exemple pour l'Union économique en Europe. Bien sûr, mais pour le coup, c'est un point intéressant et c'est une vraie question que vous posez, à savoir, éventuellement, on sait qu'on n'a pas de pouvoir politique donc, sur le continent. Est-ce que peut-être laisser ça aux organisations régionales et finalement se focaliser sur l'intégration économique qui est aussi très importante et qu'il ne faut pas négliger, notamment, et qui va avoir un impact sur la stabilité même politique du continent. Mais aujourd'hui, clairement, on sait que l'Union africaine n'a pas de poids politique, n'a pas de poids coercitif dans ces pays-là. Donc, c'est compliqué. Et puis, encore... pour finir. Comme vous l'avez dit tous les deux, c'est surtout que l'Union africaine doit sortir de cette dépendance vis-à-vis des financements extérieurs.
Bien sûr, donc, bien se sûr. donner les moyens, je ne sais pas à quel niveau créer. Mais il faut commencer par y croire. C'est-à-dire qu'il faudrait que les États déjà qui constituent l'Union africaine puissent y croire et payent leurs cotisations. Trouver des mécanismes de financement qui lui donnent plus de moyens d'intervenir et plus de moyens d'agir. Exactement. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable. En tout cas, on va terminer sur ces mots-là. Merci, docteur Camara, pour ce point-là concernant l'Union africaine et notamment le sommet qui a eu lieu donc, tout dernièrement. Merci à vous, monsieur Ndiaye, pour votre présence ici sur le plateau. On espère vous recevoir très bientôt. Merci à Babadem. Merci encore une fois, docteur Camara. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission, l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met en avant les problématiques, les réussites et bien sûr, on n'oublie pas les réussites du continent africain. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.